Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Réconciliation spectaculaire chez les Bettencourt. C'est la fin d'un très long feuilleton judiciaire entre la milliardaire Liliane Bettencourt et sa fille Françoise qui a stoppé toutes les plaintes de cette affaire sans mettre un terme au volet politique. Mais c'est un dénouement heureux aussi pour le groupe L'Oréal. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud. Face à la crise, la zone euro est divisée sur des mesures plus radicales à prendre à l'encontre des pays les plus fragiles comme l'Espagne ou encore le Portugal, et des pays tous membres de l'Union européenne bien sûr, mais aussi de l'OCDE. Notre invité, il est ambassadeur de France auprès de l'OCDE, Roger Carucci. La pression internationale s'accentue sur Laurent Gbagbo, prié de laisser sa place au président élu Alassane Ouattara. La tension reste très vive en Côte d'Ivoire. Ce soir, l'ONU rapatrie une partie de son personnel. À noter que selon Amnesty International, il y aurait eu au moins 20 morts depuis le second tour de l'élection présidentielle, à savoir le 28 novembre. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un voyage fructueux. Tous les accords ne sont pas encore conclus, bien sûr, mais déjà, la France évalue à 15 milliards d'euros la moisson de contrats récoltés en Inde à l'occasion de la visite de Nicolas Sarkozy à New Delhi. Le gros morceau revient à Areva. Pour la vente de 2 réacteurs de type EPR, reste encore la signature définitive. Pierre Bonde-Joseph. Officiellement, le chiffre est impressionnant, 15 milliards d'euros de commandes. Dans le détail, beaucoup de promesses. Si l'Inde a confirmé son intention de s'équiper de 2 réacteurs nucléaires de type EPR et la commande de combustible par la France pendant 25 ans, le tout pour un montant de 7 milliards d'euros. Pour le reste, les négociations sont encore en cours. Dans le domaine de la défense, 3 contrats ont avancé de façon significative. La rénovation de 51 Mirage par Dassault pour un montant de 5 milliards d'euros et le co-développement de 2 types de missiles. Dans le camp français, on s'affirme certain de la signature très proche de ces contrats, mais l'histoire des achats d'armes par l'Inde est pleine de certitudes qui ne se sont jamais concrétisées. Autre sujet dans l'actualité, la zone euro divisée sur des mesures plus radicales face à la crise. Réunis ce soir et encore en ce moment à Bruxelles, les ministres des Finances de l'Union monétaire en présence de Dominique Strauss-Kahn ont du mal à se mettre d'accord sur les réponses pour mettre fin à la crise de la dette qui menace déjà l'Espagne ou encore le Portugal. Les détails avec Julie Trassard. Une semaine après le plan d'aide à l'Irlande de 85 milliards d'euros qui n'a fait que calmer les marchés financiers, les gouvernements européens cherchent à mettre en place un mécanisme de secours permanent. Réunis à Bruxelles en présence du directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, les ministres des Finances européens veulent éviter de possibles attaques spéculatives contre les pays les plus fragiles. Ils devront pour cela surmonter leurs désaccords. Certains, comme le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, souhaitent créer des euro-obligations, c'est-à-dire des emprunts lancés en commun par plusieurs États pour partager les risques et protéger les pays les plus fragiles. Option que refuse notamment l'Allemagne, première économie de la zone euro. L'autre solution envisagée est d'augmenter le fonds de secours destiné aux pays en difficulté. Aujourd'hui doté de plus de 440 milliards de garanties de prêts d'État, sa capacité pourrait augmenter encore, comme le demande notamment le président de la Banque centrale européenne. L'invité du 22h, il est ancien ministre, président UMP de la Commission des finances du Conseil régional d'Île-de-France et ambassadeur de France auprès de l'OCDE. Roger Carucci, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. On va préciser à nos téléspectateurs que l'OCDE, c'est une organisation internationale de coopération et de développement économique qui regroupe une trentaine de pays, dont 34 pays. La Grèce, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal. Oui. Et vous aviez anticipé. Il y en a d'autres. J'espère que tous n'ont pas la même situation. Vous aviez anticipé toutes les situations économiques de ces pays-là ? Anticiper, c'est extrêmement difficile. Réagir, faire en sorte que les situations s'améliorent, en revanche, c'est une des actions clés, effectivement, oui. Mais qu'est-ce que l'OCDE suggère à ces pays ? De poursuivre aussi les politiques de rigueur ? Non, l'OCDE n'a pas à s'ingérer dans la définition des politiques nationales. En revanche, l'OCDE demande à tous les États membres de prendre un certain nombre de mesures, à la fois d'équilibre financier, de réduction des déficits, ce qui ne veut pas dire de stop, si je puis dire, de politique de stop sur la relance économique. L'OCDE n'est pas favorable à des politiques de rigueur au sens classique du terme. L'OCDE est favorable plus à des politiques d'équilibre. Donc, il y a là une vraie difficulté. Dans le reportage, j'entendais notamment sur les mécanismes européens de soutien.
Le problème véritable, c'est que pour lutter contre la spéculation, il ne faut pas que votre mécanisme de soutien soit trop rigide. Si vous dites, par exemple, c'est 440 milliards, dès que les spéculateurs voient que vous êtes proche de 440 milliards, ils disent on va les faire craquer. Donc ils continuent la spéculation. Et la position française qui est de dire prenons un mécanisme en fixant un niveau, mais en disant que c'est souple. C'est-à-dire qu'on dit aux spéculateurs, vous fatiguez pas, on tiendra. Et les préconisations de l'OCDE, elles n'ont qu'une valeur symbolique. Par exemple, par rapport au FMI, le FMI peut ne pas accorder d'aide, d'argent. Oui, ça, c'est autre chose. L'OCDE, c'est la parole simplement. Non, c'est pas de la parole, ce sont des règles financières. L'OCDE, par exemple, sur les paradis fiscaux, sur la corruption, sur les normes bancaires, sur un certain nombre de règles commerciales, l'OCDE est prescriptive. C'est-à-dire que l'OCDE, non seulement donne un avis, mais elle émet des éléments qui sont, pour tous les États membres, qui sont des règles. Et on le fait beaucoup, par exemple, en ce moment, sur le contrôle par les pairs, c'est-à-dire que l'OCDE est en train, par l'intermédiaire du Forum par les pairs, de vérifier, de contrôler toutes les économies des États, non seulement membres, mais aussi non membres. La Chine a accepté. Alors, et ce qui permet peut-être que l'OCDE s'intéresse aussi à la fiscalité. Le grand débat en ce moment, c'est l'harmonisation fiscale entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous y êtes favorable, d'abord ? Moi, je crois que, alors là, presque plus à titre personnel et en tant que Français, je pense que le président de la République a raison. Si nous n'avons pas une harmonisation des règles fiscales entre la France et l'Allemagne, qui est notre principal partenaire, nous serons toujours dans une position d'infériorité. Donc supprimer le bouclier fiscal et l'impôt de solidarité sur la fortune et le remplacer par quoi ? Là, on va voir. Le président de la République a dit, et très justement, qu'il y aura de toute façon évidemment une fiscalité sur le patrimoine. Il n'est pas question d'un coup de supprimer ce type de fiscalité. Mais il faut trouver une fiscalité qui soit moins contraignante sur les entreprises et qui permette d'avancer. Bon, on en parle beaucoup, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Non, c'est encore beaucoup trop tôt, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur la fiscalité du patrimoine qui peuvent être évoqués, qui pourraient être comparables à ce qu'est la fiscalité allemande. Mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est un peu tôt. Sur le plan intérieur, le président socialiste de la région Île-de-France, que vous connaissez bien, Jean-Paul Huchon, pourrait voir sa réélection annulée par le Conseil d'État pour cause de campagne jugée litigieuse, on le verra, dans le contexte électoral. Il pourrait être aussi frappé d'1 an d'inéligibilité. C'est injuste ? Moi, je vais vous dire, je m'étais opposé à cette campagne de communication qu'il avait lancée en disant vous avez tort, vous êtes dans les 6 mois précédents. Lui me disait non, c'est une campagne qui est faite régulièrement, donc j'ai le droit. Le vrai problème pour nous, c'est de se dire comment est-ce que la Commission nationale des comptes de campagne, formée de magistrats, a dit pas de problème, on valide les comptes. Et comment le rapporteur public peut dire aujourd'hui non, on ne valide pas et on prend une inéligibilité. Non, moi je ne dis pas ça, je ne suis pas juriste. J'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État et naturellement nous la respecterons tous. Alors Jean-Paul Huchon l'attend avec moins de sérénité, mais quand même, il a été réélu avec une confortable avance sur Valérie Pécresse. D'un point de vue démocratique, est-ce que ça vous semble normal d'annuler cette élection ? Si j'étais un pur esprit, je vous dirais la logique voudrait qu'on dise si on considère que la campagne de communication sur les transports a faussé le scrutin, recommençons le scrutin. Oui, d'accord. Oui, mais votre avis à vous ? Mon avis à moi, c'est que je ne comprends pas comment 2 instances comme la Commission des comptes de campagne formée de magistrats et le Conseil d'État formé de magistrats ne peuvent pas dire la même chose. Alors j'attends sereinement la décision du Conseil d'État et je lirai avec beaucoup d'attention les éléments d'explication juridique dans un sens ou dans l'autre. Parce que je crois qu'il faut pas se faire peur ou ne pas se faire peur. On va voir ce que ça donne. Je rappelle simplement à nos amis de droite et du centre que cette décision qui rendrait inéligible Huchon garde la majorité de gauche à la région telle qu'elle, puisque par définition on élimine. Ça vous arrange pas plus que ça. Je serais tenté de dire, si vous trouvez au Conseil d'État que cette campagne a faussé le scrutin, annulez le scrutin. C'est avec beaucoup de sérénité que vous parlez, Roger Karoutchi, mais à gauche, certains disent que Valérie Pécresse... Parce que je ne suis pas concerné, je le dis. Oui, mais vous êtes à l'UMP. Alors voici une question qui vous concerne. Certains à gauche disent que Valérie Pécresse, à l'UMP, à droite, aurait bénéficié, quant à elle, d'une campagne financée par le gouvernement. C'était sur le Grand Paris en même temps. Et que ça l'aurait aidé aussi. Non, c'est pas du tout la même chose. Non. Qu'il y ait eu, à un moment, effectivement, le lancement de la prospective sur le Grand Paris, mais ça ne concernait ni de près ni de loin la campagne des régionales. Même si ça Tandis que c'est pas du tout le même élément. Moi, je veux pas rentrer dans ce genre de polémique. D'abord parce que je déteste
qu'on mette en cause les personnes, et c'est pas mon tempérament. Je dis simplement, je regrette sincèrement, soit le Conseil d'État nous dit, il y a eu éléments faux, et alors il faut prendre de vraies décisions, mais je reconnais que c'est un peu compliqué quand on ne fait ça que sur un cas personnel. C'est compliqué. Merci Oui. Roger Carotti d'avoir été l'invité du 22h. La suite avec une réconciliation spectaculaire chez les Bettencourt. C'est la fin d'un très long feuilleton judiciaire entre la milliardaire Liliane Bettencourt et sa fille Françoise qui a stoppé toutes les plaintes de cette affaire sans mettre un terme au volet politique. Les deux femmes se sont d'ailleurs rencontrées aujourd'hui pour sceller leur réconciliation. Judith Rassard. La brouille familiale aura duré presque 3 ans jour pour jour, mais la mère et la fille Bettencourt semblent aujourd'hui prêtes à faire la paix. Un accord au contenu gardé secret a conduit à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires entreprises dans cette affaire, notamment celle pour abus de faiblesse à l'encontre du photographe François-Marie Bagné. Selon l'avocat de Françoise Bettencourt-Meyers, l'artiste est proche de Liliane Bettencourt, accusée de profiter des largesses de son ami milliardaire, aurait accepté de prendre un certain nombre d'engagements en échange de l'abandon des poursuites. En parallèle, cette réconciliation inattendue devrait permettre d'évacuer les doutes pesant sur l'avenir de l'Empire L'Oréal. Le groupe, détenu à près d'un tiers par le géant suisse Nestlé, affirme aujourd'hui son ancrage français et familial. En revanche, le volet politique de l'affaire Bettencourt n'est pas clos. Les 2 enquêtes préliminaires qui pourraient mettre en cause l'ancien ministre du Travail Éric Woerth se poursuivent au tribunal de Bordeaux. L'une porte sur un possible financement illégal d'activités politiques visant Éric Woerth en tant qu'ancien trésorier de l'UMP. L'autre concerne un possible trafic d'influence dans l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre, ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Le décodage, c'est avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors, il y avait 2 heureuses aujourd'hui. Il y avait Bettencourt, mère et fille. Puis il y avait François-Marie Bagné, qui s'est dit par la voix de son avocat soulagé. Et puis il y avait un autre protagoniste qui s'est fait discret tout au long de cette saga. Il s'agit de Jean-Paul Agon, c'est le PDG de L'Oréal. Il était aussi soulagé. Il a parlé de dénouement heureux. Il a parlé de dénouement heureux dans une correspondance, un mail adressé à l'ensemble du personnel de l'entreprise L'Oréal. Effectivement, ces gens-là, 65 000 personnes, pouvaient se poser des questions. Nous voyons, ça se chamaille en haut de la direction des actionnaires, c'est instable, qu'est-ce qu'on va devenir? Là, maintenant, la situation est claire. Le fait qu'il y a une réconciliation entre la mère et la fille calme sans doute les esprits. Pour le reste, ça n'a pas une importance considérable, notamment au niveau des ventes de L'Oréal. Voilà, cette affaire dure maintenant depuis 3 ans. L'Oréal voit son chiffre d'affaires augmenter à 2 chiffres chaque année. Tout va bien. Pour le premier semestre de l'année 2010, il y a 2 milliards de bénéfices nets, c'est absolument considérable. Le titre a monté à la bourse. Il faut bien voir que L'Oréal vend surtout ses produits cosmétiques à l'international. Vous imaginez une jeune femme chinoise qui achète du rouge à lèvres de L'Oréal, il ne sait même pas qui sont les Bettencourt, ça lui est complètement indifférent. Donc là, au niveau commercial, ça n'a pas grande importance. Ça en a peut-être au niveau des petits actionnaires de L'Oréal. Il y a 30% à la famille Bettencourt, 30% à peu près pour le groupe Nestlé. Il y a 40% dans le public et ces gens se demandent mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? On sponsorise un photographe plus ou moins de talent, enfin ça chacun ses goûts. Donc les gens se posent des questions et ça met un peu de perturbation dans l'actionnariat. Et voilà les choses qui sont maintenant revenues plutôt calmes. Et Jean-Louis, on avait beaucoup parlé des intentions du groupe suisse Nestlé, comme celle du grand méchant loup qui allait manger L'Oréal. La page est tournée? Provisoirement. Parce que quand on lit le communiqué de Madame Bettencourt et de Madame Bettencourt-Meyer, effectivement, elles soulignent, comme cela vient d'être dit, leur attachement à L'Oréal. Mais il n'y a pas d'engagement extrêmement précis dans l'avenir. Et d'autre part, il y a des héritiers. Et ces héritiers ne sont pas liés par un amour particulier que pourrait avoir leur grand-mère ou leur mère vis-à-vis de L'Oréal. Ils pourront vendre quand ils le souhaiteront. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est aussi important qu'on l'a dit, aussi important qu'on le souligne généralement? Quelle est la différence entre si L'Oréal est propriétaire d'un groupe suisse ou d'un groupe
français. Ce ne sont pas les actionnaires. Ça reste pas un fleuron français, ça ne change rien. Oui, alors ça, si vous voulez, ça chatouille l'orgueil un peu national, mais si vous voulez, le brevet de la poudre sur le nez, c'est quand même pas la bombe atomique. Ce n'est pas une importance stratégique absolument considérable. Par contre, c'est vrai que L'Oréal paie beaucoup d'impôts en France. Je ne parle pas de Madame Bettencourt, je parle de L'Oréal. 1 milliard d'euros chaque année qui vont dans les caisses de l'État. Si effectivement, est-ce que le fait que L'Oréal soit propriété d'un groupe suisse, je ne pense pas qu'il délocaliserait le siège parce que L'Oréal est lié à Paris. D'ailleurs, c'est marqué L'Oréal Paris. C'est lié au luxe de Paris. Donc le déménagement du siège changerait complètement l'image de L'Oréal, mais donc il n'y aurait pas il n'y a pas de souci particulier à se faire. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Restez avec nous dans un instant. Eh bien, notre page éclairage, on va suivre évidemment la situation en Côte d'Ivoire. Alors que je vous disais qu'Amnesty International a annoncé tout à l'heure qu'il y aurait eu au moins 20 morts depuis le second tour de l'élection, c'est-à-dire le 28 novembre. Nous en parlerons avec nos invités. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images avec Simon Barbary. La compagnie aérienne Continental Airlines condamnée à 200 000 € pour homicide involontaire. La justice lui impute l'entière responsabilité du crash du Concorde d'Air France en 2000. Une lamelle perdue sur la piste de décollage provenant d'un appareil de la compagnie américaine aurait provoqué le crash. 113 personnes avaient perdu la vie dans la catastrophe. 1 million d'euros devront être également versés à Air France au titre du préjudice moral et atteinte à l'image. Bien évidemment, Continental Airlines n'acceptera pas que l'on bafoue comme ça le droit et va immédiatement faire appel de cette décision. À chaque jour, son lot de révélations. Aujourd'hui, Wikileaks publie une liste d'emplacements stratégiques que les États-Unis veulent protéger contre les attaques terroristes. En France, les groupes Alstom et Sanofi Aventis sont concernés. En fuite depuis plusieurs semaines, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a vu aujourd'hui son compte en banque suisse fermé officiellement pour de fausses indications sur son lieu de domicile. Et les révélations vont pouvoir continuer car la justice n'a pas imposé à OVH, la société française hébergeant Wikileaks, de fermer le site controversé. Le Sénat a pris le gouvernement à contre-pied ce week-end. Lors de l'examen du projet de loi de finances, une coalition de sénateurs de gauche, centristes et radicaux ont voté pour le maintien de l'abattement de 15% sur les cotisations sociales des particuliers employeurs. C'est un vote qui résulte d'un concours de circonstances acquis à 2 voix, un vote irréfléchi. Cet allègement de charges supprimé lors du vote du budget à l'Assemblée nationale était pourtant voué à disparaître. Moins d'1 heure de visite et un message d'espoir. À Cherbourg aujourd'hui, François Fillon a affirmé sa volonté d'accélérer le processus de reconnaissance de catastrophes naturelles. La fonte des neiges associée à la pluie et à la marée haute ont provoqué hier à Cherbourg des inondations qualifiées d'historiques. L'eau est parfois montée jusqu'à 1,50 m. Le Premier ministre a insisté sur la très grande intensité de ce drame et sur son soutien aux victimes. Il ne fait pas bon travailler à la CGT. Le syndicat des personnels a sollicité d'urgence aujourd'hui une rencontre avec Bernard Thibault. La cause, trouver des solutions au mal-être et à la souffrance au travail à la centrale syndicale. Dans une lettre, les délégués du personnel soutiennent qu'un climat de défiance est installé avec une administration de la CGT de plus en plus agressive. Résultat, les arrêts maladie, les démissions et les demandes de mutation se multiplient. La direction du syndicat affirme qu'une réunion de travail se tenait dès aujourd'hui pour traiter de ces questions. En Côte d'Ivoire, les pressions internationales sont de plus en plus fortes. Ce soir, dans un pays déchiré entre 2 présidents proclamés, ce soir, l'ONU annonce le retrait d'une partie de ses effectifs. Et nous l'avons appris tout à l'heure, Amnesty International annonce qu'il y aurait eu au moins 20 morts depuis le second tour de l'élection présidentielle dans le pays. On fait le point dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, le sujet d'Aurélien Romano. La situation est toujours tendue en Côte d'Ivoire. Les troupes de l'ONU patrouillent dans les rues pour éviter tout débordement. Le couvre-feu nocturne a été prolongé d'1 semaine par Laurent Gbagbo, mais l'aéroport d'Abidjan a réouvert. La population a repris un semblant d'activité après avoir limité ses déplacements ce week-end. Partout dans le pays, des jeunes pro-Ouattara ont manifesté et brûlé des pneus. Sur fond de calme précaire, s'est poursuivi le ballet diplomatique de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki.
Le représentant de l'Union africaine a rencontré hier Alassane Ouattara dans l'hôtel où il reste enfermé sous protection des casques bleus. Il devait ensuite rencontrer une nouvelle fois l'autre président, Laurent Gbagbo, avant de repartir aujourd'hui. Le pays a maintenant 2 présidents et 2 gouvernements qui ont prêté serment. Le gouvernement Ouattara, dirigé par Guillaume Soro, a même tenu sa première conférence de presse dans l'après-midi. De son côté, la communauté internationale veut éviter le pire tout en reconnaissant clairement la victoire électorale d'Alassane Ouattara. J'ai eu au téléphone le président Gbagbo une fois. J'aurais souhaité l'avoir une seconde fois, ça n'a pas été possible. Et je lui ai tenu le langage suivant. C'est à lui de choisir le rôle qu'il veut jouer dans l'histoire. Il doit maintenant laisser le pouvoir au président qui a été élu. Les pressions se font plus fortes aussi du côté de la Banque mondiale, du FMI et de la Banque africaine de développement qui menacent d'arrêter leur aide au pays. L'Union européenne parle même de sanctions si la situation n'évolue pas. Nos invités, je vous les présente. Jacques Toubon, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de la Cité nationale de l'immigration. Vous êtes chargé d'une mission Afrique 2010. Si on peut rappeler que vous avez suivi de nombreuses élections, notamment en tant qu'observateur au Congo-Brazzaville. Avec nous également Dofou Edouard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chargé de la communication du RHDP. On va préciser aux téléspectateurs que le RHDP, c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Vous êtes donc un pro-Ouattara, c'est un secret pour personne. Jacques Toubon, nous avons ce soir en Côte d'Ivoire 2 présidents, 2 gouvernements, des pressions internationales qui s'accentuent. Quels sont les différents scénarios possibles? Je crois que la présentation, il y a 2 présidents, est une présentation qui dramatise, alors que la situation exacte est la suivante. La Côte d'Ivoire a connu une crise depuis 10 ans, y compris une guerre civile avec des dizaines de milliers de morts. On est sorti, en quelque sorte, de cette crise par des élections. On a mis 5 ans, la communauté internationale a mis 5 ans à faire que les élections aient lieu. Elles ont eu lieu. Et tout le monde dit, qu'elles se sont déroulées normalement. Elles ont donné un résultat. Ce résultat, il a été donné par la Commission électorale indépendante. Le représentant des Nations Unies qui est chargé de certifier les résultats des élections, M. Choi, a certifié ce résultat. Et il est reconnu par tout le monde aujourd'hui. C'est M. Ouattara a eu la majorité au second tour, il est élu. Il est le président élu en Côte d'Ivoire. La question, c'est comment est-ce que le résultat des urnes, qui a été incontestable, vraiment un vrai progrès de la démocratie, comment est-ce que le résultat des urnes peut maintenant être mis en vigueur, c'est-à-dire le président Ouattara installé dans ses compétences de président de la République ivoirienne? Je crois que c'est ça. Et l'idée qu'on se trouve dans une sorte de combat, dans une arène entre 2, est une idée qui peut être séduisante, je dirais, si on veut raconter. Jacques Toubon, on a envie de vous dire c'est la réalité. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo contrôle l'appareil d'État. La réalité politique, c'est que on a eu un long processus électoral. Ce long processus électoral a donné un résultat. Et le président Sarkozy vient de dire l'aboutissement normal, c'est que le président élu soit installé. Alors, Dofou Edouard, il y a un président élu, en tous les cas démocratiquement, c'est Alassane Ouattara. Il y a Laurent Gbagbo qui se dit également président et qui contrôle quand même ce soir et toujours l'appareil d'État. Qu'est-ce que vous attendez, j'allais dire, de la communauté internationale? On voit les pressions et les appels qui se multiplient ce soir. Oui, déjà, je voudrais féliciter cette communauté internationale pour le travail qu'elle fait en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une crise. Pour sortir de cette crise, comme le dit tout à l'heure M. Toubon, c'était les élections. Ça a été reporté pendant des années sur des années, et on a fait 10 ans. Le président Gbagbo, par des artifices, a réussi à avoir 2 mandats. Les élections sont terminées. Mais il y a une chose qu'il faudrait savoir. Le président Laurent Gbagbo estime que le fait que la Cour constitutionnelle a donné un résultat, il doit s'en tenir à cela. Je dis non. Pour ce qui concerne cette élection, il y a un certificateur qui est M. Choi, qui est le représentant de l'ONU. Il a certifié les résultats. Les résultats sont connus, c'est définitif. Nous ne devons plus revenir là-dessus. Mais Dofou Edouard, ce soir, Alassane Ouattara est, en tous les cas, il est dans son hôtel, protégé. Oui.
par l'ONU. Comment est-ce que le temps qui passe joue en sa faveur aujourd'hui? Le temps ne joue pas en sa faveur et pour cela, je dis, il faudrait que rapidement, le président Laurent Gbagbo accepte de quitter où il est. Ce qu'il voudrait, c'est qu'encore il y ait un bain de sang. Et c'est ce bain de sang que M. Ouattara voudrait éviter. C'est pour ça que nous attendons. Sinon, officiellement, il n'a plus rien à faire là. On lui demande gentiment de partir pour éviter à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de connaître encore des situations dramatiques. S'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, et je le dis, j'insiste. Je crois que vous posiez la question de la communauté internationale. Je pense qu'il faut le voir effectivement dans un contexte régional. D'abord, demain, il y a un fait. Les chefs d'État de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est je dirais une espèce de marché commun de l'Afrique de l'Ouest, hein, si on peut dire. La Côte d'Ivoire et n'ira pas, c'est le Nigeria qui le préside en ce moment, donc un État anglophone, même pas un État francophone. Et je pense que les chefs d'État prendront position, comme le bureau de la CEDEAO l'a déjà fait depuis quelques jours, en faveur des résultats de la commission indépendante, c'est-à-dire en fait en faveur des résultats pour M. Ouattara. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que on voit bien que dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, les processus démocratiques se sont étendus. Regardez, le président du Mali a dit « Non, je ne resterai pas au pouvoir, j'applique la Constitution ». En Guinée, il y a quelques jours, on vient d'installer, après 52 ans de dictature, un président élu, Alpha Condé. Oui. Au Niger, on a remplacé un président qui disait « Moi, je reste au pouvoir, je veux rester au pouvoir, etc. » par un système qui est en train de prévoir des élections. Ce que je veux dire par là, c'est que... Qu'est-ce qui peut faire changer la donne? Justement, qu'est-ce qui peut faire basculer l'histoire? C'est que je pense que les Ivoiriens sont suffisamment responsables pour se dire, est-ce que dans cette évolution si favorable, nous, les Ivoiriens, nous allons donner un contre-exemple? Et je pense que c'est ça. Est-ce que la parole est aux Ivoiriens? C'est ça l'appel à la responsabilité. Mais les Ivoiriens, ils ont exprimé leur voix. Oui. Ils ont voté. Et je pense que c'est maintenant l'appel à la responsabilité du président sortant. C'est ce que la communauté internationale a fait. Et je pense que la CEDEAO le fera demain. De fou, Edouard, est-ce que vous ne craignez pas un scénario, parce qu'on a parlé de plusieurs pays africains, un scénario zimbabwéen, c'est-à-dire où il y a finalement, comme il vient de se passer, deux présidents qui aussi parlent de victoire et l'un devient Premier ministre de l'autre. Oui, c'est face au profit de l'autre. Ça pourrait être possible en Côte d'Ivoire? Pas cette fois-ci. Et c'est ce que le président Gbagbo souhaiterait. Je crois qu'il a fait cette demande-là. Il aurait voulu que Ouattara soit son Premier ministre. Mais il n'en est pas question. Le président Ouattara a été élu. Il faut respecter les Ivoiriens. On a beau dire qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont exprimé pour la première fois plus de 80% au premier tour, 70% au deuxième tour. Et s'il y a eu 70% au deuxième tour, c'est parce qu'il a instauré un couvre-feu. Le couvre-feu a empêché les Ivoiriens d'aller voter. Déjà, ça, c'est pas bon. Donc, je dis aujourd'hui, il ne peut pas prétendre. Si c'est l'inverse, je veux bien. Si le président Gbagbo veut être le Premier ministre d'Alassane Ouattara, alors dans ce cas-là, on y va. Mais il n'en est pas question. Bon, ça, c'est un scénario... Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Monsieur Defou peut le dire. Au cours de l'émission de télévision et tout au long de la campagne, les deux candidats et le président Gbagbo lui-même ont dit nous accepterons le résultat, quel qu'il soit. Et donc maintenant, il faut le faire. Il faut tenir parole. Alors, je vais vous faire réagir. Notre question avec notre partenaire le Figaro.fr, la voici. Elle arrive sur vos écrans. La France doit-elle cesser ces échanges économiques avec la Côte d'Ivoire? C'est plutôt partagé, oui à 51%, non à 45%. D'ailleurs, une dernière question. Laurent Gbagbo isolé sur la scène internationale, mais les opérateurs économiques peuvent bouder longtemps le pays? Je pense qu'en réalité... on est déjà dans un processus qui est que les grands bailleurs de fonds et les grands mécanismes financiers internationaux, comme par exemple le Fonds européen de développement, si M. Gbagbo s'obstine, ils l'ont dit, ce qu'on appelle les sanctions européennes, ça veut dire de cesser l'aide et de cesser le financement. Donc ce n'est pas une question pour la France, parce que vous savez que tout ceci se passe au niveau européen. Et c'est ce qu'on fait en général. Lorsque les règles de la démocratie ne sont pas respectées, la communauté internationale prend des sanctions qui consistent à supprimer les aides que l'on peut donner. Merci, monsieur. Un dernier mot. Oui, pour les sanctions. C'est le mot de la fin. Effectivement, pour les sanctions, c'est très dangereux pour le peuple ivoirien. Évidemment. Parce que c'est eux qui vont en partie, ce ne sera pas M. Laurent Gbagbo. Donc il n'en est pas question qu'on arrive là. Tout ce qu'on demande au président Gbagbo, c'est qu'il s'en aille tranquillement. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup. On rappelle cette dernière information donc pour la Côte d'Ivoire, puisque selon Amnesty International, il aurait eu au moins 20 morts depuis le second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le 28 novembre. Bonsoir et belle soirée à vous.